CPAM, 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Une équipe de professionnels et de passionnés de la radio vous apporte le monde entier chez vous. Information, éducation, récréation. CJWI plus près de vous. Depuis Montréal, radiounion.com, la voix des communautés culturelles au Québec. CPAM. Maison AM. Nous avons avec nous en visuel professeur Miloud Chenoufi, chercheur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, également professeur au Collège des Forces canadiennes. Bon après-midi, Monsieur Chenoufi. Bonjour à vous. Ça va bien? Ça va très bien, et vous? Oui, moi, ça va toujours bien, même quand ça va mal, hein? Vous voyez, dans mon pays d'origine, Haïti, c'est grave, extrêmement grave. Le monde va mal. C'est extrêmement triste, si vous me permettez de le dire. Et le bon peuple de Haïti, on en connaît beaucoup ici au Canada qui en sont les dignes représentants dans la diaspora, ne mérite pas la misère à laquelle il est réduit. Voilà. Mais c'est la réalité d'Haïti. Que voulez-vous? Professeur, regardons cette guerre contre le Hamas. Et dans cette guerre, il y a, j'espère que c'est un tournant qui va permettre au président américain d'affirmer sa volonté d'en finir avec la guerre, qui a donc commandé, malgré la volonté du Premier ministre israélien de continuer à pilonner presque l'essentiel de la région, n'est-ce pas, la Palestine, a pilonné. Donc il dit non, le président américain, non, il y a des possibilités d'aller chercher les membres du Hamas sans faire subir tout cet excès-là au peuple de Gaza. Et il a commandé qu'il y ait une délégation israélienne qui se rende à Washington justement pour essayer de discuter, de parler de stratégie et de nouvelles manières de faire. Moi, j'aime la technique, n'est-ce pas? En fait, oui, et cela rentre dans le cadre, effectivement, d'un certain nombre de pressions qui ont été exercées sur le gouvernement israélien et sur Netanyahou lui-même pour, en fait, ne pas se lancer dans une offensive contre la ville de Rafah. La ville de Rafah, qui est en fait une ville au sud de Gaza, qui est sur la frontière avec l'Égypte, est le dernier rempart dans lequel sont entassés aujourd'hui les Palestiniens à plus de 1,5 million, peut-être un peu plus, et qui vivent une situation humanitaire extrêmement dangereuse. En fait, calamiteuse et catastrophique, à en croire les rapports de l'ONU qui parlent de famine. Des enfants meurent déjà. Le représentant aux affaires étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, a lui-même dit qu'il y avait une famine à Gaza. Eh bien, c'est dans le cadre des pressions qui ont été faites sur le gouvernement israélien pour aboutir à un cessez-le-feu que ce que vous avez décrit rentre. Alors, je peux aussi vous donner quelques détails en la matière. Le leader des démocrates dans le Sénat, qui s'appelle Chuck Schumer, vous savez, ce n'est pas un ami des Palestiniens. Hein. Non. Toujours soutenu Israël, même il y a juste une quinzaine d'années, contre son propre président, contre Barack Obama, qui s'était engagé dans les négociations avec l'Iran sur le nucléaire
eh bien, Chuck Schumer s'était opposé à cet accord-là pour aligner sa position sur la position israélienne qui était elle aussi opposée. Juste pour vous dire que ce monsieur n'est pas un ami des Palestiniens. Il est israélien lui-même. En fait, c'est un citoyen américain. Je veux dire, et pour moi, c'est un politicien américain aussi. Donc, je ne sais pas s'il détient la citoyenneté israélienne aussi, c'est possible. Je ne sais pas. Mais je sais, en tant que leader des démocrates dans le Sénat, il a dit la chose suivante. Un discours qui a été assez remarqué. Il a dit que si Netanyahou continue sur la voie qui a été la sienne jusqu'à présent, eh bien, nous allons revoir les standards d'aide internationale que nous accordons à Israël. Alors, on peut se demander à quoi il fait référence. Il fait référence à cette fameuse loi, la loi Leahy, du nom du sénateur qui l'a introduit, et qui dit que les États-Unis doivent cesser toute aide à un pays et toute coopération militaire à un pays qui commet donc des atteintes aux droits humains. C'est quelque chose qu'on n'a jamais entendu. Lorsqu'il s'agit d'Israël, hein? Pardon? Quelque chose qu'on n'a jamais entendu lorsque surtout il s'agit d'Israël, à cause de ce lien. Lorsqu'il s'agit exclusivement d'Israël, les États-Unis ont respecté cette loi, notamment lorsqu'il s'est agi d'un pays comme la Turquie, qui est un allié membre de l'OTAN. Ils l'ont appliqué au sujet du Bangladesh, ils l'ont appliqué au sujet de la Bolivie, etc., etc., mais jamais sur Israël. Donc le fait que ça soit évoqué, c'est significatif. Alors, ça nous indique quoi? Ça nous indique tout simplement que les démocrates aux États-Unis comprennent que ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le massacre des Palestiniens et la situation catastrophique dans laquelle se trouve la population palestinienne, eh bien, il y a un prix politique à payer aux États-Unis. Ouais. C'est la raison pour laquelle on essaye de faire en sorte à ce que les choses se calment, du moins jusqu'aux élections. Et nous, vous et moi, en tout cas moi-même, je l'ai exprimé parce qu'un professeur se doit de garder une certaine retenue, n'est-ce pas? Mais moi, je l'ai vu tout de suite que Benjamin Netanyahou, lui, dans les circonstances, n'a rien à perdre et tout à gagner dans une guerre qui se prolonge au-delà et rien à perdre dans une élection états-unienne si c'est Donald Trump qui l'emporte. Et donc, a toujours voulu faire mal paraître le président Joe Biden. Et Biden n'a pas voulu désavouer publiquement Benjamin Netanyahou, mais là, il est allé un peu trop loin, malgré... Et il y va vraiment envers et contre tous. C'est ce qu'on dit en français, n'est-ce pas? C'est tout le monde qui demande qu'il y ait un arrêt dans les combats, mais Benjamin Netanyahou ne veut rien savoir. Lui-même, il est le seul à avoir raison avec son équipe de gouvernement. En fait, oui. Et vous savez, il faut juste dire une chose, c'est que l'opération contre Rafah, Netanyahou n'a pas pu la faire et, si vous voulez, il a été retenu parce que les pressions américaines ont convaincu, si vous voulez, les hommes et les femmes qui sont autour de Netanyahou. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas assez parce que le simple fait de dire il ne faut pas attaquer Rafah laisse le reste du problème complètement non résolu. Je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, il y a une étude américaine faite par des universitaires américains qui dit que même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, qu'on revenait à une situation similaire à ce qu'il y avait avant le 7 octobre, vu la destruction qu'il y a eu à Gaza, notamment des hôpitaux, tous les hôpitaux, des cliniques, de l'infrastructure, etc., eh bien, même si la guerre s'arrêtait aujourd'hui, cette année, 2024, entre maintenant et le mois de décembre, il va mourir parmi les Palestiniens un nombre plus élevé, de manière significative, que le nombre des Palestiniens qui seraient morts dans le Gaza d'avant la guerre. C'est-à-dire un Gaza qui est sous le blocus, qui vit dans une situation, une prison à ciel ouvert, etc. Ça vous donne la situation, ça vous donne la gravité de la situation. Et ça,
la pression actuelle des Américains ne règle pas ce problème-là. Et pourquoi? Tout simplement parce que, comme vous l'avez dit, eh bien, le gouvernement actuel israélien a aussi moyen de faire pression sur les Américains. Pourquoi? Parce que vous avez ce consensus bipartisan aux États-Unis qui considère que le soutien à Israël est indiscutable. Alors, maintenant, lorsqu'on essaye de comprendre quelle est la stratégie de Netanyahou, bien entendu, les Américains disent qu'il n'a pas de stratégie parce qu'eux, ils voient les choses d'une manière pragmatique, un conflit avec le Hamas qu'on doit régler par des moyens différents des moyens israéliens. Mais ce n'est pas l'état d'esprit d'un homme comme Netanyahou qui, lui, engage, si vous permettez, engage le pays dans une lutte qu'il considère comme existentielle, dans laquelle la disparition des Palestiniens est une option. Mais avouons que la solution du problème n'est pas facile. Il y a effectivement cette théorie qui résiste au temps, n'est-ce pas, du Hamas, qui ne veut toujours pas reconnaître l'existence d'Israël. Mais il y a aussi la faiblesse du côté des Palestiniens. Si vous prenez le gouvernement de Mahmoud Abbas, même Chuck Schumer a été obligé de dire oui, ça prend un changement de gouvernement là aussi, parce qu'on ne semble pas avoir de gouvernail qui puisse amener à la raison pour qu'il y ait deux États qui vivent côte à côte, l'un respectant l'autre. Et en fait, c'est une option qui était sur la table, sur laquelle travaillaient à la fois les Israéliens et les Palestiniens dans les années 90. Bien sûr, le fait d'avoir laissé le processus de paix s'effondrer, bien sûr, tout le monde a sa responsabilité ici, mais la responsabilité première, bien sûr, revient au gouvernement israélien après l'élection, justement, de Netanyahou dans les années 90. Et Netanyahou avait fait campagne sur, ou alors contre le processus de paix. Et si vous voulez, à l'époque, les Palestiniens étaient engagés et respectaient leurs engagements pris à Oslo. Le simple fait que Israël se soit retiré et travaillé contre le processus de paix, les Américains n'étaient plus là pour faire la pression qu'ils ont fait sur eux pour les engager dans le processus de paix. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation suivante. L'autorité palestinienne, qui est, c'est vrai, elle est faible, pas aussi représentative qu'on le souhaiterait, elle reconnaît l'État d'Israël. D'accord? C'est le gouvernement israélien qui ne reconnaît pas de légitimité à l'existence même d'un État palestinien. C'est l'option de Netanyahou. Et c'est la raison pour laquelle Chuck Schumer, justement, a dit qu'il faut un nouveau leadership, y compris en Israël, parce qu'il comprend très bien que Netanyahou n'est pas un partenaire pour la paix. Et je terminerai en disant ceci. Vous savez, Chuck Schumer ne parle jamais de solution à ce conflit-là. Le simple fait qu'il ait dit qu'il y a deux possibilités de solution, la solution d'un seul État binational démocratique et une solution des deux États, c'est déjà une avancée assez considérable, puisque lui, il fait partie des gens qui cèdent devant la pression des groupes aux États-Unis, qui disent que le fait même de discuter d'un État palestinien relève de l'antisémitisme. Et est-ce qu'on peut croire effectivement que cette situation dans laquelle se trouve le président qui est candidat à sa réélection aux États-Unis et aussi la bonne tenue des électeurs palestiniens, mais une façon de dire arabo-américain, n'est-ce pas? Cette très belle tenue aura donc permis à Joe Biden de revoir la politique et que ça va s'accentuant au fur et à mesure qu'on avance dans cette élection, dans cette campagne électorale? En fait, je ne crois pas que ce qui a été fait soit suffisant pour mobiliser pas uniquement les Arabes américains ou les Palestiniens américains, mais également une bonne partie
de la nouvelle génération de militants au Parti démocrate qui ne sont ni arabes ni palestiniens, mais qui ne partagent pas du tout la vision de leurs aînés sur ce conflit-là. Et l'enjeu, en fait, l'enjeu, c'est effectivement cette base électorale. Alors, les démocrates jouent gros, parce que vous comprenez que c'est vrai que les gens ne vont pas nécessairement voter aux États-Unis sur la question palestinienne. Ce n'est pas ça le sujet qui va déterminer en dernière analyse l'élection. Mais les démocrates, généralement, se font élire, comme Barack Obama s'est fait élire, ils se font élire par des coalitions. Vous comprenez? Et vous ne pouvez pas vous permettre de perdre une partie de cet ensemble d'acteurs. Alors, bien sûr, ces gens-là n'iront pas voter pour Trump, ils vont rester à la maison. Et s'ils restent à la maison... C'est un vote pour Trump. Oui. L'abstention, c'est un vote pour Trump dans ces cas-là, parce Exactement. que de toute façon, autrement, ils auraient voté Biden. Ouais, voilà. Et c'est vraiment ça qui risque d'arriver. Milou de Chenoufi, chercheur de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et professeur au Collège des Forces canadiennes. Je vous remercie, professeur, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi pour un sujet aussi important. Toujours un plaisir. À bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir.